en fait, on va commencer par vous, Thierry. Donc, c'est une table ronde sur l'expérience centrée sur le consommateur à l'ère du digital. Donc, comment les dispositifs digitaux, avec tout ça, derrière tout ça, Internet, permettent aujourd'hui de favoriser, d'augmenter les ventes, mais de personnaliser la relation client. Et vous, à la Grande Récré, donc célèbre chaîne de magasins qui est dédiée aux jouets, donc pour les enfants. Pour vous, Internet, ça doit permettre de faire venir les clients en magasin, et en magasin, le client doit trouver le meilleur d'Internet. Alors, le meilleur d'Internet, c'est quoi pour vous? Je vais vous passer mon micro parce que j'en vois pas d'autres dans les parages. Alors, bonjour. Donc, pour la Grande Récré, le meilleur d'Internet, c'est la capacité pour le client physique de pouvoir se rendre en magasin et d'être sûr de trouver le produit qu'il a vu sur Internet. En fait, le Web to Store, pour nous, c'est... alors, on est parfaitement capable de parler du web pur, hein, puisqu'on est le premier pure player sur Internet joué, avec la société Avenue des Jeux, dont je m'occupe également. Et sur la Grande Récré, qui a donc 230 magasins en France et environ, sous d'autres enseignes, 300 magasins en France, 600 dans le monde, on a décidé en France d'avoir une capacité qui permettra aux clients de trouver à tous les coups son produit dans le magasin. Donc on s'est adjoint les services de sociétés françaises qui nous ont permis de développer quelque chose qui est assez puissant, puisque ça nous a permis de faire environ 3000 ventes par jour pendant les périodes de Noël, et donc ça s'appelle la e-réservation. Je pense que je suis sur un parterre de gens qui savent de quoi je parle, mais la e-réservation, c'est donc je ne paye pas sur Internet, je repère mon produit, je demande au magasin s'il possède ou pas mon produit, et lorsque mes équipes reçoivent ce message, elles répondent. Alors bon, nous on a des équipes très, très performantes, hein, puisqu'on répond en moyenne dans les 16 minutes. On répond au client, oui je l'ai, et vous pouvez venir le chercher. Dans la période qu'on appelle du permanent, qui dure 39 semaines dans le jouet, on a droit d'attendre 5 jours pour venir le chercher. Dans la période de Noël, on a de 2 heures à 3 jours, en fonction de la chaleur du produit. Voilà. Alors je crois aussi, le gros problème, c'est que souvent les meilleurs produits ont quitté le magasin quand on y arrive, et vous avez mis... Oui, alors c'est précisément le principe du monde du jouet, hein, parce qu'autrement il y aurait bien entendu beaucoup plus d'acteurs dans le jouet en France si le jouet était facile à opérer. En fait, le jouet, c'est un métier rupturiste par essence. C'est-à-dire qu'en fait, nos fournisseurs annoncent le nombre de pièces qu'ils vont mettre sur le marché chaque année. Alors, si je prends pour les mamans qui connaissent bien ça, la fée volante, première année 20 000 pièces, deuxième année 40 000 pièces. Potentiel du marché, 250 000 pièces chaque année. Donc on va vers la rupture de manière quasi assurée. Donc pour nous, il s'agit de réserver des quantités pour nos clients en magasin, et afin qu'ils soient sûrs de le trouver, on les invite à y réserver, et donc on les prévient qu'il va y avoir un arrivage tel jour. Les gens y réservent leurs produits et viennent en magasin, et ce qui a fait le succès de la e-réservation pendant... C'est la première année, hein, je signale que nous étions balbutiants, hein, puisqu'on a mis la e-réservation en place le 14 octobre de cette année. Alors, autre dispositif, la tablette dans les mains du vendeur pour... Alors, ça, c'est le dispositif... Étendre en fait le catalogue. En boutique, vous avez 1500 références. En fait, c'est une petite erreur. Hein, on a en fait 5524 références jouées dans le magasin. Et 35 000 sur le web. Et on a 35 000 hors variantes sur le web, ce qui nous amène à avoir pratiquement 80 000 choix sur le web. Alors, quand j'arrive en magasin, si le produit n'est pas là, je peux m'adresser à ce vendeur qui a une tablette dans les mains. Alors, en fait, c'est un essai qu'on a fait. Donc, l'essai a commencé le 7 décembre. Et on l'a fait dans 13 magasins en France. Et dans les 13 magasins, on a fait augmenter notre chiffre d'affaires en moyenne de 2,6%. Grâce à ce moyen-là. C'est-à-dire le vendeur regarde sur Internet. Le vendeur dispose d'une tablette, d'un iPad. Sur cet iPad, en fait, on a centralisé sur notre plateforme logistique du site internet Avenue des Jeux, on a centralisé la totalité du catalogue possible d'Avenue des Jeux, qu'on a transféré donc sur
sur un iPad qui porte le nom de la Grande Récré. Ce n'est pas un site internet, c'est une application. Ce n'est pas un site internet de l'avenue des Jeux que nous avons reporté sur un iPad, c'est une application dans laquelle il y a un moteur à idées cadeaux, un moteur de recherche, et on dispose donc désormais en magasin de 35 000 refs hors variante, ce qui nous propulse... Augmentation du chiffre d'affaires? Eh ben, là, c'est pour les premiers essais, hein, donc avec, vous savez ce que c'est que la mise en place, j'imagine, en magasin avec nos employés. Donc, c'était pas très simple, mais on a augmenté notre chiffre d'affaires de 2,6% sur ces magasins-là. Le client commande sur Internet. Le client est tout à fait... Alors, ça c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a fait des enquêtes auprès de nos clients après pour voir s'ils étaient... Alors, ils sont carrément ravis, quoi. C'est plus du tout de l'ordre de « Ah, je suis content » ou quoi que ce soit. Ils sont carrément ravis. Ils sont livrés combien de temps après, une fois qu'ils ont fait cette commande? Entre 24 et 72 heures. 24 heures, c'est payant. 72 heures, c'est gratuit. Très bien. Alors, voilà. La tablette chez la Grande Récré, le dispositif électronique. On parlera du beacon un peu plus tard, parce que vous avez commencé à y réfléchir. Les dispositifs digitaux, je vais m'adresser à Aline Bouchemi, Milibou, tout à ma gauche là-bas. Vous, les dispositifs digitaux, alors vous êtes un pure player d'Internet en matière de vente de meubles sur Internet. Vous existez déjà depuis plusieurs années. Aujourd'hui, vous venez d'ouvrir une boutique physique à Paris, rue Réaumur, et vous avez dit, pour que ça marche, il faut mettre de la valeur dans la boutique. Et là, vous avez fait appel à tout ce que la technologie crée de nouveau, les Google Glass. Alors, on a appris qu'elle s'arrêtait hier. Le casque immersif Oculus Rift, des bornes tactiles pour commander, des tablettes dans les mains des vendeurs. Qu'est-ce que tout cela donne 2 mois après l'ouverture de ce magasin? Alors, l'idée, effectivement, était d'assurer une continuité entre le parcours que le client fait sur Internet et celui qu'il va faire en boutique. Et inversement, le client qui va nous connaître en boutique, d'avoir une continuité du parcours entre la boutique et le site Internet. Donc, grâce notamment à des cartes RFID et à des tablettes tactiles. Donc, carte RFID pour la fidélité, pour connaître ce qu'on a préparé, commandé déjà sur Internet. Et quand on arrive à un magasin, ce qu'on a préparé est reconnu. Voilà, quand vous arrivez en boutique, en fait, ce que vous avez fait sur Internet va être reconnu. Donc, simplement en apposant votre carte sur les bornes tactiles, on va reconnaître qui vous êtes. On va vous apporter des offres personnalisées en fonction de quel client vous êtes. Et vous allez pouvoir donc retrouver très facilement les produits que vous avez consultés sur Internet, s'ils sont disponibles en magasin, et si oui, à quel endroit dans le magasin, puisque vous avez également une petite carte qui vous précise si le produit est exposé, si vous pouvez l'utiliser. Et de la même manière, si vous venez de la boutique et que vous allez sur le site, vous allez retrouver les produits que vous aviez consultés en boutique et très facilement pouvoir y accéder et valider votre commande par la suite. Alors, et les Google Glass, ça sert à quoi dans tout ça? Alors, les Google Glass ont la même utilité que l'application mobile, puisque la boutique est dotée également d'une application mobile qui va vous faciliter en fait l'acte d'achat. Pour nous, ce qui était vraiment important, c'était de simplifier au maximum l'acte d'achat, de venir apporter une continuité au site Internet. Et donc, vous pouvez choper avec les Google Glass de la même manière. Choper, ça s'écrit S-H-O-2-P, c'est ça? Voilà. Shopping, faire du shopping. Donc, vous pouvez acheter avec les Google Glass, on va rester franco-français, de la même manière que vous pouvez le faire avec votre mobile ou avec votre carte RFID sur les différents écrans et tablettes disponibles dans le magasin. On peut acheter donc avec les Google Glass, on dit. Voilà, vous pouvez acheter avec les Google Glass. Alors, ça reste à l'étape d'expertise, puisque après l'avoir mis en œuvre, on s'est rendu compte que les Google Glass avaient tendance à chauffer quand même vite et à perdre vite leur batterie. Et suite à l'annonce de Google, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais ceci dit, ça reste une expérience qui est très intéressante pour les clients, qui pour l'instant est faite par contre sur rendez-vous. Donc si vous voulez tester les Google Glass, je vous invite à prendre rendez-vous et à venir nous voir. D'accord. Et le casque Oculus Rift d'immersion, ce casque dans lequel on passe sur ses yeux. Alors le casque Oculus, là c'est vraiment encore une fois un apport complémentaire qu'on va faire aux clients, puisque vous allez pouvoir donc aménager votre intérieur, donc effectuer le plan de votre intérieur sur Internet, soit en autonomie, soit à l'aide d'un coach déco qui va vous aider à déterminer quels sont les produits qui iraient le mieux dans votre intérieur.
Et une fois que vous avez meublé votre appartement ou votre maison, on vous propose donc des lunettes d'immersion 3D, donc en l'occurrence des lunettes Oculus Rift, qui vont vous permettre de vous projeter en 3D dans votre intérieur et de valider que votre projet en fait est viable, que les meubles sont bien positionnés, que leur couleur est bonne, que vous avez suffisamment d'espace pour passer. Et du coup, vous pouvez véritablement vous promener dans votre intérieur de pièce en pièce. C'est un partenariat avec Dassault, je crois. Voilà, donc ça c'est un partenariat qui a été mis en place avec Home by Me Dassault Systèmes. Très bien. Et vous utilisez encore dernier dispositif technologique, les beacons, donc qui permettent d'envoyer ces petits messages sur les téléphones mobiles. Vous en avez installé 3 dans le magasin. Est-ce que vous avez un feedback sur leur usage aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu tôt pour tirer un vrai retour. Quel type de message alors envoyez-vous ? Alors, pour l'instant, les types de messages sont plutôt des messages d'ordre promotionnel avec des offres particulières lorsque vous passez devant un îlot qui est équipé d'un beacon. Alors, je parle d'îlot parce que la boutique est organisée en îlots d'inspiration. Et devant chaque îlot, vous avez une petite tablette qui va reprendre uniquement les produits que vous avez devant vous. Donc, on vous facilite vraiment la recherche des produits en vous donnant accès uniquement à ce que vous avez sous les yeux sans venir vous polluer de tout un tas d'autres produits. Et si ensuite vous ne trouvez pas dans la boutique les produits exposés, puisque sur 600 mètres carrés, on a plus de 2500 références de mobilier, c'est pas possible de tout exposer. Donc là, vous avez accès à des grands écrans tactiles qui ont été conçus pour une navigation en boutique, qui vous permettent de retrouver dans le détail le produit que vous recherchez et de la même manière qui va vous permettre aussi de savoir si le produit que vous êtes en train de consulter, il est quelque part dans la boutique, puisque vous avez pu passer à côté sans le vouloir. Alors le beacon, on va poser la question à Patricia Moton, qui est donc chez Yves Rocher. Oui, bonjour. Merci. Donc chez Yves Rocher, Patricia, vous le testez aussi à une plus grande échelle que chez Milibou, parce que 3 beacons, c'est un début, c'est une expérimentation. Et vous l'avez lancé en Pologne, qui est une zone un petit peu exploratoire pour Yves Rocher. Oui, tout à fait. Donc, chez nous, les iBeacons se placent dans la stratégie qui est centrée autour de la cliente. Donc, nous avons trouvé ce projet très intéressant il y a déjà plus de 6 mois. Donc effectivement, ce projet répond à trois objectifs. Celui de rendre service à la cliente. Donc tout d'abord via l'application. Donc pour utiliser l'iBeacon, il faut bien sûr tout d'abord lancer une application. Donc nous avons lancé une application autour de tout ce qui est Web to Store. Donc on va driver la cliente avec des offres spéciales sur cette application vers les magasins. La consommatrice va aussi trouver 13 autres fonctionnalités. Donc ça, c'était le premier objectif, avoir la marque toujours présente dans la poche de la consommatrice. Le deuxième objectif de iBeacon et du geofencing, qui est donc lié à notre application, est celui de communiquer avec la consommatrice d'une manière plus personnalisée, puisque là, on s'adresse effectivement à une cible qui connaît notre marque, qui a téléchargé l'application, qui vient dans notre boutique. Donc là, tout un champ de possibles s'ouvre à nous via des cas d'usage que nous avons imaginés et que nous allons mettre en place petit à petit, puisque effectivement c'est une technologie assez jeune encore. Donc nous apprenons en même temps que les fournisseurs qui nous accompagnent développent au fur et à mesure et performent sur ce sujet-là. Et le troisième point était celui d'avoir une relation personnalisée, puisque nous voudrions envoyer des messages le plus personnalisés possible dans notre stratégie multicanal, puisque là on est donc chez Yves Rocher avec plusieurs canaux de distribution et pour nous le iBeacon est vraiment un nouveau canal de communication qui doit se placer en dernier maillon de tout ce qui sera envoi de mailing papier, ensuite de newsletter, de SMS, et les messages push via l'iBeacon arrivent en dernier échelon et touchent vraiment une cible très limitée pour le moment, puisqu'on touche seulement les personnes ayant téléchargé l'application. Voilà, ça fait partie des contraintes de cette technologie-là aujourd'hui, mais bien sûr nous avons voulu la tester le plus tôt possible, puisqu'on est dans un esprit où plus tôt nous allons la tester, plus tôt nous allons être à l'aise avec cette technologie-là,
plus vite dans le futur, on pourra mettre en place des cas d'usage encore plus intéressants, encore plus poussés, accueillir les clientes avec des messages personnalisés, etc. Et nous avons choisi la Pologne en fait comme centre de test pour le proof of concept, puisque c'est un pays qui répond parfaitement et qui est très preneur de tout ce qui est nouvelles technologies. Les consommatrices adorent ça. Et si les tests continuent à performer tels qu'ils performent, on installera ces iBeacons et le géofencing dans des territoires comme l'Afrique ou les dom-toms. Et la France ? Et la France, effectivement, travaille en parallèle donc, avec nos équipes France pour étudier les cas d'usage qu'on pourrait mettre en place en France donc la France va s'appuyer sur nos tests, sur nos essais. J'entends que c'est quand même pas si simple que ça. Hein. Vous dites, vous développez les usages en même temps que les fournisseurs de technologie développent leurs offres. Oui, exactement. Là, on a pu le sentir au cours des 6 derniers mois où nous avons installé iBeacon, etc., etc. Donc, on évolue vraiment, en tout cas pour notre part, en parallèle, en collaboration très intéressante et qui nous ouvre tous les jours des nouveaux champs possibles, oui, avec nos agences. Vous avez entendu la table ronde de ce matin, Vente Privée lance un service Beacon, avait l'air plus rassuré et plus rassurant que ce que vous indiquez. Ils lancent ça à plus grande échelle, effectivement, ils ont 3 millions de téléchargements de l'application, donc forcément une plus grosse cible, une plus grande cible. Là, pour notre cas, on est sur l'Europe de l'Est, donc aussi il faut recentrer le contexte. Et voilà, à moindre échelle, on n'a pas 1500 points de vente comme Vente Privée l'annonçait pour leur part. Donc voilà, c'est des tests à petite échelle, mais avec un avenir positif à nos yeux. D'accord. Alors ce mobile là qu'on détecte avec des beacons, Barbara Dalibard, vous en charge des voyageurs à la SNCF, ce mobile, ça va devenir pour vous le compagnon intermodal. Alors vous allez nous dire ce que c'est intermodal du voyageur, sachant que vous avez 10 millions de voyageurs sur vos lignes tous les jours. Voilà, alors effectivement, nous on a le challenge de transporter des flux énormes, 10 millions de voyageurs par jour, et puis en même temps, chaque client, vous voulez être reconnu, hein, et qu'on sache effectivement quels sont vos besoins, que vous soyez voyageur d'un TGV, d'un TER, d'un Transilien, d'un RER, etc. Donc le mobile, en fait, devient... et certains opérateurs télécoms l'avaient vu il y a assez longtemps, ce qu'on a le remote control for life, hein, c'est-à-dire effectivement, j'ai mon compagnon dans ma poche qui va m'aider à voyager de façon fluide, à avoir de l'information en temps réel. Et effectivement, le challenge qu'on a aussi, c'est le temps réel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans doute à cause des outils digitaux, plus personne ne supporte de perdre du temps. Donc effectivement, l'immédiateté, c'est au cœur de la vie des gens et au cœur de notre vie, évidemment, à la SNCF. Donc nous, notre challenge, c'est à la fois en termes d'information du voyageur, de pouvoir intégrer l'information de bout en bout, de lui permettre, quand il réserve, de réserver de bout en bout, en intégrant différents modes de transport, les nôtres, mais pas seulement, hein, de pouvoir effectivement faciliter la vie du client, et puis ensuite de pouvoir l'aider finalement à programmer, j'allais dire un petit peu, toute sa mobilité de façon systématique, et on a beaucoup de projets là-dessus. Voilà. Donc le mobile est au cœur, mais pas que. Ah bon, d'accord. Ouais. Quels sont les autres enjeux ? Alors, mais pas que, parce que je pense qu'effectivement, en fonction de l'usage que vous faites, il y a des moments où vous avez envie de sortir votre mobile. Par exemple, on a un projet sur la billettique qui est un projet qu'on a en commun avec la RATP d'ailleurs et des opérateurs télécoms et puis Gemalto, qui est d'intégrer le NFC. Donc le NFC, ça va vous permettre quoi ? Ça va vous permettre demain de prendre jusqu'à 16 billets, je dirais, dans votre mobile, mais aussi sur une carte, et puis de pouvoir effectivement passer les portillons, rentrer dans un TGV, être reconnu, et qu'on sache effectivement à tout moment comment vous informer sur ce qui vous arrive. Voilà. Donc le client, en fonction de son contexte, il va vouloir sortir son mobile, ou il va se dire peut-être c'est plus sérieux de sortir ma carte, ou moins dangereux, ou je ne vais pas me le faire piquer. Donc effectivement, l'idée, c'est de lui donner le choix, mais en même temps de tout permettre sur le mobile, et en particulier d'être capable, s'il le souhaite, je dis bien s'il le souhaite, avec par exemple la géolocalisation, de lui dire voilà, on sait, cher client, que vous êtes à tel endroit dans le RER à Châtelet. Bon, il se trouve qu'il y a eu un accident sur la ligne ou un colis suspect. Eh bien, on va vous aider à vous réorienter en temps réel pour vous permettre effectivement d'avoir plus de fluidité dans votre parcours. Très bien. Alors vous avez aussi un labo interne, enfin moi j'ai compris comme ça, Oui. ID TGV. Alors c'est un de nos labos, oui.
Et alors, les Google Glass sont un petit peu dans l'air du temps aujourd'hui, même si elles sont arrêtées hier. Vous les avez testées. Je suis curieux de savoir votre feedback sur cet usage. Vos contrôleurs étaient équipés de cette technologie. De Google. Alors effectivement, on a IDTGV, c'est finalement une petite entreprise ferroviaire avec un nombre de trains raisonnable. En fait, on peut faire des tests, se dire ça marche pas. On l'a fait sur la restauration par exemple, puis après déployer. Voilà. Donc il y a eu un test effectivement d'équiper les chefs de bord de Google Glass pour qu'ils puissent à la fois avoir une relation avec le client et puis en même temps qu'ils récupèrent toute l'information sur le client, son billet, pour être capable de l'informer encore mieux. Donc on était en train de tester. Je crois que la décision qu'a pris Google, on s'en était parlé au téléphone il y a quelques jours, m'étonne à moitié parce qu'il y a quand même de la complexité, en tout cas à gérer. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Enfin, en tout cas, moi, pour les avoir essayés, il y a de la complexité à gérer quelqu'un en face de vous à qui vous parlez, et puis l'information que vous avez dans la Google Glass. Donc, voilà, ça nécessite un peu d'entraînement. Donc, on a des chefs de bord qui ont adoré, et puis d'autres pour lesquels voilà, les choses ont été un peu plus difficiles. Alors maintenant, on va voir. Enfin, l'intérêt, c'est quand même de tester complètement cette technologie. Et pour nous, à la SNCF, le sujet, c'est qu'elle soit accessible pour tous. Parce qu'effectivement, derrière, encore une fois, on a des millions et des millions de clients. On n'a pas que des geeks. Hein. Et donc, il faut servir le geek, mais aussi servir le grand-père au fond de la Lozère, qui, lui, va peut-être pas avoir les mêmes outils tous les jours. Très bien. Il y a quand même un point qui m'avait aussi marqué. Certains clients pouvaient penser qu'ils allaient être pris en photo avec ces Google Glass et ça pouvait les mettre mal à l'aise en fait. Alors effectivement, je dirais quand on est dans les grandes masses, et je pense que la situation est différente pour la SNCF de ce qu'elle peut être chez Yves Rocher, où vous avez forcément une relation sans doute assez différente avec chacune de vos clientes sans doute. Nous, effectivement, les clients souhaitent pouvoir, dans certains cas, garder l'anonymat. Je vais prendre un exemple. On vous demande à chacun d'entre vous, quand vous voyagez maintenant, de donner vos coordonnées, SMS, email, pour pouvoir vous informer en temps réel. On a aujourd'hui 75% de nos clients qui le font. Au début, ils étaient un peu... Voilà, ils disaient, est-ce qu'on a envie de donner nos coordonnées, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, etc. Donc effectivement, il y a un apprivoisement qu'il faut faire pour dire oui, on le fait, mais pour vous. Et effectivement, maintenant, on vous informe en temps réel quand on sait qu'il y a un sujet et de façon proactive. Et donc, effectivement, la Google Glass, c'était peut-être aussi est-ce qu'ils me prennent en photo. Et on a quand même quelques fraudeurs aussi dans les trains. Alors ça, c'est aussi, on va utiliser de nouvelles technologies pour aider à les repérer, pour vous permettre à tous de voyager sereinement. Alors, que devient le projet de reconnaissance faciale des fraudeurs que vous aviez évoqué ? Alors, c'était pas un projet. En fait, on avait lancé un appel à idées. On aime bien ça, la SNCF, dire voilà, on voulait avoir un embarquement dans les TGV et pas seulement fluide. Et donc, on a demandé à des grands industriels, souvent dans le domaine des nouvelles technologies, de dire voilà, comment est-ce que vous feriez pour à la fois nous permettre d'embarquer 1000 personnes dans un train très vite, et puis en même temps, reconnaître chaque client. Alors les grands clients, leur faire un parcours très fluide. Et puis sachant qu'on a des clients qui arrivent 2 minutes avant, hein, donc tout le monde n'est pas complètement discipliné. Et puis en même temps, détecter les fraudeurs. Alors on a eu des gens qui nous ont fait des propositions, j'allais dire assez classiques, de portillons peut-être, alors de plus en plus intelligents, mais quand même des portillons, donc il y a un peu de physique. Et il y en a qui nous ont dit on va tout faire à bord avec les outils digitaux, mais ça nous intéressait un peu moyennement, parce qu'une fois que le fraudeur est à bord, c'est difficile de le faire sortir, hein, quand le train est parti. Et puis on en a qui nous ont dit, avec les nouvelles technos, on va pouvoir faire de la reconnaissance faciale, regarder le comportement du client, celui qui va se comporter un peu bizarrement, et vous dire, voilà, on va l'entourer d'un petit halo, là, en gare. Comme ça, les chefs, les agents d'escale pourront dire, tiens, Patrick, là, c'est un comportement un peu bizarre, on va t'arrêter. Bon, voilà. On n'a pas, je vous rassure, nous ne l'avons pas retenu en première analyse. Ça se fait au Japon, mais on s'est dit qu'effectivement, c'était un petit peu loin encore de nos capacités, ou de nos envies, en fait. Très bien, une personnalisation effectivement un peu poussée. Justement, la personnalisation, Patrick Hofstetter, vous êtes en charge du digital chez Renault. La personnalisation, ce que vous évoquez aujourd'hui comme étant un des enjeux de la relation client pour Renault, au travers de moments clés. Aujourd'hui, sur votre chantier, c'est cette démarche-là, personnaliser la relation client. Oui, c'est-à-dire qu'on est parti... Un des grands mouvements, je dirais presque culturels, qu'on est en train d'opérer chez Renault, c'est justement de passer d'une culture extrêmement, ce qui est assez fréquent chez l'industriel, très product-centric, à justement une culture customer-centric. Donc culture customer-centric, c'est-à-dire qu'on part du client,
Et donc historiquement, on a commencé par aller justement sur le terrain, se rapprocher des clients et de comprendre leurs attentes. Et donc on a fait tout un chantier avec à la fois un mélange de groupes Cali et Canty dans différents pays, puisque je rappelle que Renault est présent dans presque 200 pays dans le monde entier, avec des offres de produits, des situations à la fois en termes d'offres de produits, en termes de réseau de distribution, etc., extrêmement disparates. Donc c'est toujours important pour nous au siège d'avoir cette vision globale. On a sorti quoi? On a sorti ce qu'on a appelé les Moments of Truth. Donc on reprend l'ensemble du parcours client, on regarde les grandes étapes clés, et en fait on a identifié entre les premières recherches sur Internet jusqu'au réachat de véhicules 7 grands moments. Et à travers ces 7 grandes étapes, on a regardé à la fois en termes de micro-événements quelles étaient l'importance de ces points de contact du client perçus par le client, et en parallèle de ça, quelle était la satisfaction de ces clients par rapport à l'expérience Renault, ce qui nous a permis de prioriser justement les points chauds, les points durs. Et on parlait de tendances, et sans surprise, les 3 ou 4 grandes tendances qui sont ressorties, c'est la tendance autour du mobile, ça c'est clair. Donc j'adhère totalement sur le fait qu'aujourd'hui, il est clair que le smartphone devient un remote control, et justement là-dessus, on est en train de travailler sur comment utiliser ce remote control par rapport à un usage de voiture. Donc typiquement, on est en train de travailler par exemple sur la possibilité d'ouvrir à distance sa voiture, de préchauffer, ce qui est d'actualité, sa voiture quelques minutes avant de rentrer dans le parking, etc. Deuxième tendance, c'est la tendance autour de tout ce qui est interaction sociale et autres. Et typiquement, par rapport à ça, on a développé par exemple tout ce qui tourne autour du web to chat, avec des pilotes aussi un peu plus avancés où on va au-delà du web to chat, où on peut mettre en contact quelqu'un qui est en train de surfer sur notre site web, directement en contact avec un concessionnaire. On a fait récemment un test en Turquie avec 3 concessionnaires à Istanbul, où là on pouvait même mettre en place de la vidéo, où en fait le client a la possibilité de voir l'intérieur de la voiture, etc., grâce au concessionnaire. Et puis donc 3e tendance, très claire, autour de la personnalisation. C'est que sur la personnalisation, en même temps, on a été, alors c'est un peu la poule et l'œuf, on a été les premiers à incorporer ça dans notre stratégie marketing, notamment depuis 2012 avec le lancement de la nouvelle Clio, ou depuis le lancement de la nouvelle Clio, Capture ensuite, et les produits à venir, on joue énormément sur cet aspect déjà personnalisation du produit. Par exemple, sur Capture, vous avez plus de 200 combinatoires possibles en termes de packaging du produit. Et nous, côté expérience client et côté digital, on a travaillé là-dessus, notamment à travers un grand projet qu'on a lancé il y a 1 an au niveau mondial avec Nissan, qui s'appelle Helios, qui est en fait la refonte de l'ensemble de nos outils digitaux et CRM, et notamment grâce à des technologies type Adobe, la possibilité en fait de personnaliser l'expérience client digitale au fur et à mesure qu'on acquiert de l'information sur le client. Alors de l'information par rapport à son web surf, évidemment, mais aussi en cumulant ça avec l'information qu'on récupère sur les réseaux sociaux, l'information qu'on a déjà, notamment via notre programme de fidélisation qui s'appelle MyRenault, pour lequel on a déjà plus de 2 millions de membres, l'information qu'a le concessionnaire, et donc on agrège tout ce contenu, toute cette information, pour enrichir d'une part notre connaissance client, et donc derrière, pouvoir personnaliser l'approche sur les points de contact digitaux, mais je dirais sur l'ensemble des points de contact, puisque c'est la beauté du système, c'est que chaque enrichissement ou personnalisation du point de contact vient enrichir l'étape suivante. Et donc avec l'information, s'il appelle par exemple notre call center, on va récupérer l'information supplémentaire dont on pourra se servir plus tard, par exemple pour le concessionnaire quand vous arrivez en concession. Très bien, c'est des projets qui vont aboutir à quelle échéance? Voilà, alors ça, c'est passé par, je dirais, par l'eau. Donc ça, ce projet de refonte de l'ensemble de notre écosystème digital, le président l'a voté il y a 1 an. On a lancé déjà un premier pays un peu en poisson éclaireur, qui est l'Inde, qu'on a lancé il y a 3 mois, avec déjà des résultats extrêmement positifs, puisque par exemple, on a quasiment doublé le nombre de test drives, c'est-à-dire de demandes d'essais. On va lancer la Turquie là, dans quelques jours, et on aura déployé nos 330 sites au niveau de l'alliance Renault-Nissan d'ici fin 2016.
Sur la partie call center, c'est déjà quasiment entièrement abouti en termes de déploiement. Sur la partie dealer, sur la partie concessionnaire, ça c'est en cours de déploiement, avec notamment un gros projet en France. Donc voilà, on essaie de séquencer tout ça, sachant qu'en effet, un des gros travaux, c'est de pouvoir séquencer l'ensemble de ces différents chantiers, notamment vu du pays, pour faciliter le déploiement de ces projets, qui sont même des projets à la fois nouveaux, compliqués, parce qu'ils sont tous imbriqués entre eux, et puis où on a quand même besoin d'énormément d'expertise, à la fois, je dirais, technique, mais aussi ce qu'on sous-estime très souvent dans ce genre de projet, en termes de ce que j'appelle de change management. Parce que c'est quand même derrière, au-delà des outils, une nouvelle façon de faire du business. Et sachant qu'aujourd'hui, notre plus gros challenge, je dirais, au-delà de l'interne, c'est clairement l'accompagnement du réseau. Parce que le métier même de vendeur en concession, avec tout ça, est en train d'évoluer. Vous avez mis des tablettes dans les mains des vendeurs. Est-ce qu'il y a déjà des retours sur ce que ça donne, ou est-ce qu'elles sont dans un coin, comme dans certaines enseignes où les tablettes ne sont pas utilisées au final? Non, comme tout déploiement, pour oublier, on a 16 000 concessions dans le monde. Donc évidemment, il n'y a pas une réponse univoque. Je dirais qu'au global, le résultat est plutôt positif. C'est clair qu'on a eu à la fois des problèmes techniques, tout bêtement des problèmes de connexion Internet dans certaines concessions, notamment dans certains pays. Deuxièmement, et surtout des problèmes de change management, donc il a fallu expliquer, réexpliquer, réexpliquer l'intérêt. Par contre, comme monsieur, c'est clair que ceux qui l'ont vraiment adopté sont véritablement emballés. Ils voient vraiment tout l'intérêt. Merci beaucoup, Patrick. Alors, le web, on en parle, c'est un des canaux privilégiés qui change un petit peu la manière de faire du business. Et vous, Pascal Morvan de Sparco, vous dites, bah oui, mais déjà là, il y a déjà des silos, même ne serait-ce que dans le web. On envoie une newsletter pour une promotion et le client arrive sur le web et il trouve plus sa promo. Ouais. Souvent, je dis aux gens que pendant très très longtemps, le commerçant se posait la question de savoir comment il allait vendre son produit. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie question à se poser, c'est comment je vais aider le client à le trouver et le trouver le plus rapidement possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à créer de nouveaux points de contact, voilà, le mobile, les applis, etc. Et on démultiplie le nombre de points de contact et il n'y a pas forcément aujourd'hui de cohérence entre l'ensemble de ces points de contact. On est très silo. Je donne souvent cet exemple sur la newsletter. Moi, en tant que client, je reçois très très souvent des newsletters. Je me dis, le marketing a super bien bossé, ils m'ont trouvé les bons produits, etc. Comment le client réagit? Le client, il clique sur le premier produit dans cette newsletter, puis il arrive sur la fiche produit. Puis après, il est sur un nouveau canal qui est le web. Comment fait-il pour retrouver les 6 ou 7 autres produits qui avaient été très intelligemment choisis par le marketing? Il reste et il navigue et il ne retrouve pas les produits. Donc quand je dis il faut aider le client, c'est bien dans cette logique-là. Il faut assurer et faire en sorte que si je communique sur une newsletter, je sélectionne des produits, que le client très très rapidement sur le web puisse aussi retrouver très rapidement ces produits. Et là, on parle beaucoup aujourd'hui de ces notions de personnalisation. On dit qu'il faut personnaliser l'expérience client pour ramener le plus rapidement possible le bon produit. Quand vous êtes un commerçant avec des catalogues très très importants, moi j'ai certains de mes clients qui distribuent plus de 400 marques, d'accord ? Et si je prends l'exemple dans le vestimentaire, 400 marques, c'est des styles vestimentaires totalement différents. On ne peut pas mettre tous les produits de tous les styles, de toutes les marques en évidence sur ces canaux digitaux. Donc il faut bien faire un choix pour être capable de se dire, tiens, je dois remonter très rapidement les bons produits. Et comment on va être capable aujourd'hui de faire tout ça? Par des choses très très simples. Aujourd'hui, on collecte beaucoup de données. Tous les gens créent des CRM, collectent de la donnée, segmentent les clients, scorent les clients. Puis on s'en sert souvent pour faire des parcours clients à travers des solutions d'emailing. On dit, voilà, à tel moment, je vais faire telle chose et telle chose. Puis quand j'arrive sur le web ou sur une borne, je ne retrouve pas cette information. Donc c'est de faire en sorte que la donnée client, je dois être capable de l'utiliser sur l'ensemble des points de contact. La deuxième chose, je dis souvent, c'est que sur les canaux digitaux, il faut faire un petit peu comme fait un vendeur. C'est très impersonnel, le digital. Mais si je vais dans une boutique, le vendeur, il m'écoute. Le vendeur, il m'écoute si aujourd'hui, c'est la mode des costumes verts, d'accord ? On met du vert partout. Sauf que si je n'aime pas le vert, que je ne réagis pas à cette offre, d'accord ? Dans un magasin, je vais dire au vendeur, non, je déteste le vert.
il va m'orienter, il va me guider dans le magasin de façon totalement différente par rapport à ce que je lui ai dit. Sur le web, on dit plein de choses. On dit exactement la même chose. Je regarde des produits, je clique, je ne clique pas, je regarde un certain nombre d'informations. De regarder un produit, je suis aussi capable de détecter des appétences. Voilà, un vendeur me voit arriver dans un magasin, il voit que je suis habillé plutôt en slim ou en baggy. Et il va m'orienter dans le magasin en tenant compte de ça. Sur le web, je regarde des pantalons, c'est des slim ou des baggy. Je dois, pareil, scénariser mon offre pour être capable de remonter correctement l'information. Troisième point, je finis juste un dernier point qui est souvent très très important, c'est ce que j'appelle moi l'origine du contact. Comment le client est venu sur le canal digital, d'accord ? Les commerçants dépensent beaucoup d'argent dans les AdWords, dans les campagnes, l'affiliation, etc. Et puis de là, c'est la même chose. On m'amène vers un produit, et puis après, on a complètement oublié pourquoi j'étais venu. L'idée des solutions de Sparkle, c'est de réconcilier tout ça en proposant de la personnalisation pour pouvoir utiliser l'ensemble de ces types de données. Merci beaucoup. Personnalisation du site web, c'est ce que vous aviez évoqué aussi. Vous en êtes où, Patrick Hochetter, chez Renault ? Est-ce que vous enregistrez le parcours, l'historique de navigation de chacun de vos des internautes qui a pu venir et vous lui proposez une interface adaptée ? Oui, maintenant, comme je vous disais, c'est live en Inde là, depuis 3 mois, ou avec la technologie AIM d'Adobe. En fait, à chaque fois que le prospect vient sur le site internet, on retient en effet l'information. Et donc, il est clair qu'en fonction, comme disait monsieur, de là où il va cliquer, les pages qu'il va consulter, on va derrière lui pousser de l'information plus précise, soit en termes d'offres, soit tout bêtement, ce qui est quand même une demande forte sur Internet, en termes de localisation, notamment sur tout ce qui est ce qu'on appelle dealer locator, donc la localisation de son concessionnaire. Alors moi, en vous ayant tous écouté, j'ai l'impression que aussi au cœur de tout ça, il y a les stratégies omnicanales. Pour avoir une stratégie omnicanale, il faut souvent une base centrale, vision 360 degrés de ses clients. Ça va être plus ou moins facile selon la taille de l'entreprise. La SNCF, vous en êtes où sur ce chemin ? Est-ce que c'est un chemin que vous prenez, la base centrale des... Oui, tout à fait. Alors, 83% des Français ont pris le TGV. 83% des Français ont pris le TGV un jour, absolument. Donc nous, le parti pris, ça a été de commencer par la carte voyageur. Vous connaissez peut-être. En fait, c'est une carte qu'on enrichit au fur et à mesure, qui est votre billet et qui permet effectivement de savoir... d'abord, comment vous voyagez et puis ce que vous aimez, c'est-à-dire qu'effectivement on vous dit tiens, t'aimes bien quoi, aller en Bretagne, donc je vais te pousser des offres sur la Bretagne. Donc ça c'est assez classique, mais derrière effectivement l'idée c'est au travers de cette carte voyageur de l'enrichir avec ce qu'on va appeler l'idée passe, qui va permettre effectivement de pousser des parcours de bout en bout, au-delà du TGV, avant le TGV, après le TGV, ça peut être un TER, ça peut être un bus, ça peut être du covoiturage, ça peut être un vélo, ça peut être toutes sortes de choses. Combien de personnes sur cette carte d'abonnement ? Combien de personnes sur une carte ? Sur cette carte de fidélité, non plutôt vous avez combien ? Alors sur la carte voyageur, elle a eu un succès absolument fou. Au début, je me rappelle quand je l'ai lancée, on m'avait dit 400 000 peut-être. En fait, on a plus de pratiquement 2,5 millions de clients qui l'utilisent. C'est leur passe sur le voyage longue distance. Et donc, on y intègre la carte commerciale, là, cette année. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une carte jeune, votre carte voyageur et votre billet dessus. C'est 3 en 1. Tout ça dans le mobile. Et la même année, on fait ID-Pass. Et donc, d'abord, elle est déjà dans le mobile. Et après, avec l'ID-Pass, vous allez pouvoir faire, et avec le NFC, le bus, le métro, le vélo, l'autolib et tout ce que vous voulez, plus le train, sur la même carte. Et donc, finalement, c'est le passeport pour la mobilité de bout en bout, qu'on va mettre, personnalisé. Et je reviens sur ce que disait Patrick. En fait, nous, on a un sujet de personnalisation, mais aussi de contextualisation. C'est-à-dire, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est je sais, cher client, tu m'as dit que tu prenais le RER D, que tu prenais un TGV Gare du Nord, etc. Je sais que tu es à cet endroit, je sais à peu près ce que tu as envie de faire en mobilité, je vais t'envoyer de l'information qui va te permettre effectivement d'être le plus efficace possible dans ton transport. Très bien. Et la Grande Récré, vous en êtes où sur cette base centrale ? Est-ce que vous la construisez ? Ouais, en fait, Omnicanal. Est-ce que la stratégie omnicanal va être refondue cette année chez vous ? Complètement, oui, effectivement. Donc, on a commencé en octobre de l'année dernière. On n'avait pas de base CRM auparavant. En fait, on n'était pas une entreprise très digitale il y a 20 mois. Et on a fait un bond en 20 mois pour digitaliser
pour avoir une stratégie digitale. Et on est passé de... Donc hier soir, on avait 1 400 000 clients dans la base clients de la Grande Récré qui ont été acquis en 13 mois. Donc c'est assez symptomatique d'une envie d'être client fidèle chez la Grande Récré. Et donc au départ, pour que tout ça soit simplifié, on a évité de lier la base magasin et la base digitale, parce qu'il y avait certaines complications. Vous savez, les plateformes ne sont pas toutes simples. Il faut beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'heures de travail et beaucoup de journées qui nous coûtent des budgets de fou. Et donc, pour rendre tout ça plus facile. Donc, hier, on a eu donc notre point de départ. Notre base de clients sera omnicanal à partir du mois de juin. Et à partir du mois de juin, tous nos clients qui auront surfé, acheté sur le web pourront retrouver leur compte en magasin. Alors nous, on a mis en place une carte de fidélité. Alors bon, là, je suis chez les rois de la fidélité, donc je suis extrêmement modeste de ce côté-là. Donc nous, on a une carte de fidélité qui n'existe pas physiquement, puisqu'il n'y a pas de carte. Nos clientes ont déclaré ne pas vouloir avoir de carte, donc on n'a pas de carte. Elles sont reconnues en magasin. Lorsqu'elles sont présentes, elles veulent rendre un article, elles n'ont pas besoin de ramener de ticket. Tous ces petits... En fait, moi, je pense que ce qui est essentiel pour nous, j'ai eu l'occasion d'aller à la NRF pour ma part. Dans la salle, il y a une amie qui m'a accompagné et on a fait ensemble la NRF. Alors, la NRF, c'est National Retail Federation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à New York. Et effectivement, toutes les solutions du monde sont là. Voilà. Toutes les solutions du monde, les beacons... tout est là, vous pouvez acheter ce que vous avez imaginé. Donc si vous avez de l'imagination, c'est déjà technologiquement au point. Pour autant, je suis plutôt sur une idée de return to basic. Revenons au bon sens commun, voilà, et à ce que veulent nos clientes. Donc nos clientes ne veulent pas avoir de carte, elles n'ont pas de carte, elles sont reconnues et elles veulent surtout... Et avant tout, c'est une étude d'IBM qui dit ça, elles veulent surtout et avant tout être sûres de trouver le produit qu'elles ont vu sur Internet, elles veulent le trouver en magasin. Dans 80% des cas, 83% des cas, c'est la première demande de nos clientes et de nos clients. Et ben, on va essayer de faire ça. Et on retourne aux basiques, quoi. En fait, Google Glasses, je les ai vus. Samsung, la boutique Samsung à New York est extraordinaire. Mais pour demander un café à un type qui est en face de vous, il faut taper sur un ordinateur. Moi, j'ai l'habitude de demander au serveur, est-ce que je peux avoir un café? Et chez Samsung, ils vous proposent de le taper sur votre iPhone pour lui demander au type qui est en face. Donc, vous voyez, c'est... En fait, il y a de tout dans le digital, hein. Ça peut être une aberration. Et puis ça peut être aussi extraordinaire. Donc oui, on va se servir de la CRM pour lier tout ça, parce que les clients le demandent, mais on n'ira pas jusqu'à ces choses comme la Google Glasses, qui est vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. Je trouve ça, on est carrément dans les films pour moi. Donc vous voyez, je suis plutôt basique. C'est plutôt pour le sourire du vendeur. Voilà, je suis plutôt pour que la relation humaine soit optimisée grâce au digital. Très bien. Voilà. Aline, vous chez Milibou, vous c'est plus simple peut-être, étant pure player, vous avez cette relation omnicanal, elle est venue un peu naturellement, alors que dans des groupes où il y a des millions et des millions de clients, déjà à la Grande Récré, 1,4 million, chez la SNCF, 2,6 millions, ou en croissance sur la partie carte Mon Voyageur, voilà, ou même chez Renault, des millions de clients. Vous, la stratégie omnicanal, elle est un peu intrinsèque à la construction de la société. Oui, tout à fait. En fait, elle est native, hein, puisque pour nous, ça a été plus facile partant du web et allant vers le magasin. Ça a été beaucoup plus simple de réconcilier le client web avec le client magasin qu'un magasin qui a sa base web, sa base magasin qui est séparée. Nous, la base est la même. Et en tout cas, on a voulu faire en sorte que ce soit la même, que vous soyez en boutique ou en magasin, vous êtes le même client. Donc, on vous reconnaît de la même manière. Le vendeur équipé de sa tablette va pouvoir suivre le parcours que vous avez fait sur le site, mais le parcours que vous avez fait aussi dans le magasin.
Et du coup, vous conseillez au mieux et personnalisez au mieux l'offre qu'il va vous proposer, que ce soit en boutique ou ensuite derrière par le biais de mailing, par exemple. Aline, alors, un magasin ouvert il y a 2 mois, est-ce que vous avez des plans? Est-ce que celui-ci est déjà un succès? Est-ce que vous allez en ouvrir d'autres? Puisqu'un pure player qui ouvre des boutiques, ça surprend toujours un peu. Oui, alors aujourd'hui, cette première boutique, pour nous, c'est vraiment un laboratoire d'expérience qu'on fait évoluer en permanence, parce qu'on apprend aussi, vu que ce qu'on a mis en place est totalement nouveau et que ça n'existe pas encore dans d'autres boutiques, on est là vraiment pour apprendre et pour optimiser au fur et à mesure les produits qu'on propose, l'expérience client qu'on propose en fonction des observations de ce qu'on récolte comme information de la part des clients, de la part aussi des conseillers en boutique. Et résultat, ouverture ou Et le résultat, donc là, c'est encore un tout petit peu tôt quand même pour se décider, puisqu'au bout de 3 mois, c'est un peu prématuré. Mais bien sûr, l'objectif, c'est quand même un budget assez important. Donc le but est de le rentabiliser sur d'autres boutiques, tout d'abord dans les grandes villes de France, puis sur l'Europe. Très bien. Et je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Je vous propose qu'on les applaudisse tous. Je vous remercie beaucoup.